Bonjour à tous, bienvenue sur notre live IFRAM. Je crois que je me suis arrêté de compter, je crois qu'on doit être à l'épisode 9 ou 10 si je ne m'abuse. Je suis très heureux de vous retrouver après Denis la semaine dernière. On continue notre tour de la région Auvergne-Rhône-Alpes cette fois-ci, après la découverte de plusieurs clubs pro lors de nos précédents lives. Aujourd'hui, on va partir du côté de Saint-Chamond en Pro B et on va accueillir Maxime Mélaton. Bonjour Maxime. Salut Pierre, bonjour à tous. Alors très heureux de t'avoir parmi nous parce qu'effectivement on met en lumière le club de Saint-Chamond qui depuis des années fait un très très bon parcours en Pro B et au travers de ta présence je tiens à saluer Alain Tinet qui aujourd'hui fait et depuis de nombreuses années sur le club de Saint-Chamond participe à son développement et c'est toujours un plaisir d'aller voir jouer ses équipes à Saint-Chamond. Maxime Mélaton, donc Maxime Mélaton c'est un tout nouvel entraîneur qui vient juste d'arrêter de jouer. C'était un joueur de National 2 pendant de longues années du côté de Prissé, du côté de Beaujolais. Je l'ai eu la chance de le côtoyer en formation et cette année, il est passé de l'autre côté de la barrière puisqu'il est assistant du club de Saint-Chamond. Il a été titulaire du diplôme d'assistant vidéo l'année dernière, donc il a participé à la campagne de l'équipe de France U15 en tant qu'assistant vidéo et puis il a validé son DE. Voilà. Donc je sais que durant sa carrière d'entraîneur, il a toujours été sensible de joueur, pardon, il a toujours été sensible aux problématiques de l'entraînement puisqu'il a entraîné durant sa carrière de joueur en parallèle pas mal d'équipes. Donc il a entraîné des jeunes, il a entraîné des seniors. Et voilà. Et aujourd'hui, il va nous parler du travail qu'il effectue avec Alain Tinet sur l'équipe de Pro B à Saint-Chamond. N'hésitez pas à poser vos questions à Max. Max, je laisse les relayer. On a pris 5 petites minutes de retard, mais on les rattrapera à la fin. Maxime, tout va bien pour toi? Bah écoute, ça va, ouais, on essaie de tirer avantage de cette situation du mieux qu'on peut, quoi. Et puis grâce à vos lives et grâce à tout ce que l'IFRAM met en place, c'est une aide assez précieuse pour continuer d'évoluer. Je pense que la période aide bien à ça aussi. Merci. Et ma première question, avant de te laisser dérouler ton intervention, c'est comment ça se passe de l'autre côté de la barrière? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit avec Alain. C'est vrai que comme tu dis, je suis jeune entraîneur, je sors d'une quinzaine d'années de joueur. Et même si je me suis préparé depuis de longues années à cette transition, c'est une vraie chance d'être tombé avec Alain, ses méthodes de travail et son expérience et la positivité qu'il met au quotidien, ça aide vraiment et c'est un bonheur de travailler avec lui et au club de Saint-Chamond, quoi. Merci. Je vais te laisser démarrer ton intervention. Tu vas nous parler de transition offensive et de transition défensive aujourd'hui. Je sais que tu as plein de vidéos à nous montrer, donc je te laisse la main. Je te remercie. Allez, on va passer sur le PowerPoint. Hop. Tac. Hop. Donc c'est bon là? C'est tout bon. Au niveau du partage. Allez, c'est parti. Donc voilà, alors sur la prochaine heure, on va parler un petit peu de rapide, de la mise en place, que ce soit offensive ou défensive, avec quelques petits principes de base qu'on met en place et qui sont importants pour nous, dans le but toujours voilà, de jouer vite. Il y aura quelques petites vidéos, quelques petites séquences pour illustrer certains propos. Au niveau de la philosophie générale du jeu rapide, on va le définir très vite, même si c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc pour moi, le jeu rapide, c'est un moment de traversée de terrain qui équivaut à un moment de chaos, propice donc à la création d'avantages. On parlera de jeu rapide en situation de surnombre, et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que je vais essayer de mettre en lumière pendant l'heure qui va venir, c'est que le jeu rapide et donc la transition qui en découlera, ça démarre vraiment au moment du shoot. Je suis en défense, l'attaque shoot, le jeu rapide a démarré déjà. Par définition, le jeu de transition, c'est une fois que cette traversée de terrain a été faite, c'est un moment de retour à égalité numérique, on va dire, avec peut-être toujours un avantage à exploiter, qui sera de l'ordre de la désorganisation défensive. Ça peut être un mismatch, par exemple, ou quelque chose comme ça. Les qualités nécessaires au niveau des joueurs, alors bien sûr, celle qui saute aux yeux, ça va tout de suite être la dimension athlétique et la dimension de course, mais il me semble aussi essentiel de développer des qualités techniques
puisque techniquement, c'est des gestes qu'il va falloir réaliser en pleine vitesse, en pleine course, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les gestes demi-terrain, de tous les mouvements. Alors ça se caractérise par la montée de balle, qui sur le terrain, on est dans une situation de match, qui sur le terrain dans mon équipe est capable de monter la balle, c'est des choses auxquelles il faut penser et prendre en compte quand on met les joueurs sur le terrain, à mon avis. Ça va être une qualité de passe à développer, puisqu'on va pas faire une passe sur l'homme ou sur la joueuse, mais plutôt en anticipant sa course et vers l'avant. Voilà, donc c'est plutôt plusieurs qualités techniques à développer, et ça peut être fait à tous les âges, tous les jours, à mon avis. Une autre qualité nécessaire, c'est une qualité de lecture. On est sur un grand espacement, on est sur une défense qui est en train de revenir. Où est-ce que je vais pouvoir créer l'avantage et comment? Tout ça, c'est des choses, il va falloir lire en courant, quoi. On verra les zones un peu plus tard et à quel moment on rentre dans les lectures. Et enfin, et j'insiste beaucoup là-dessus, pour moi, il y a une qualité nécessaire et fondamentale du jeu rapide, c'est le changement de statut, et pour ça, le côté mental est important. Est-ce que ça rentre dans le sens de la préparation mentale? Je ne sais pas, mais il est essentiel pour moi, pour transiter vite, de ne pas être impacté par l'action qui vient de se produire, qu'elle soit offensive ou défensive, ne pas cogiter sur l'action qui vient de se passer et enchaîner tout de suite un effort sur l'action suivante. On verra un exemple ou deux en fin de présentation. Pourquoi le jeu rapide est si important? C'est vrai que tout le monde en parle beaucoup, tout le monde essaye de le développer ces derniers temps, et à juste titre, et je pense que chez les jeunes c'est encore plus important puisqu'il y a un plus grand nombre de possessions. Mais même pour nous et à tous les niveaux, je pense que c'est hyper important. Petit tableau que j'ai mis, donc l'importance et la fréquence surtout du jeu rapide, du jeu qui est matérialisé ici par le mot transition. Ça englobe le jeu rapide à la transition. Ça représente 15% des temps forts les plus importants et les plus utilisés. Ça, c'est un graphique qui résume la saison, donc c'est par rapport à notre équipe. Ça veut dire que 15%, là c'est un graphique défensif, 15% de nos possessions défensives se sont terminées sur le jeu rapide. Voilà, donc je n'entrerai pas dans les chiffres à côté, mais ça me paraît plutôt important, plus qu'un pick and roll par exemple. On se rend compte, alors après ça c'est des études qui ont été faites, ça c'est un petit tableau qui résume une étude, bon c'est par rapport à la NBA, mais je pense que ça peut s'appliquer à tous les niveaux, où on se rend compte que plus on avance dans la possession en termes de temps, plus l'efficacité diminue. Là, sur ce graphique, l'efficacité, c'est le PPP, là, c'est points par possession. Plus on est tôt dans la possession, plus l'efficacité, les points par possession et même le pourcentage au tir est élevé. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte et à tous les niveaux, même si on n'a pas accès à ces stats, à ces données, je pense que si on a un assistant, même qu'on est sur des jeunes, rien ne nous empêche, surtout dans ces temps où on n'a pas travaillé forcément, de prendre une vidéo par curiosité et de remarquer à quel moment des possessions les tirs ont été pris, avec quelle efficacité. Voilà. Quelques chiffres encore, ça c'est juste pour vous présenter un petit peu ce que nous on va faire. Donc ça c'est un des tableaux que l'on a à notre disposition et qu'on remplit avant chaque match par rapport au scouting de l'adversaire, mais par rapport aussi à des retours sur nous et où on se situe par rapport à la Pro B. La colonne qui nous intéresse, ça va être celle-ci, c'est le nombre de possessions. C'est une des jauges, c'est un des chiffres qui va nous permettre de savoir à quel rythme et sur quel tempo joue l'équipe adverse ou notre équipe. Il est important de toujours, à mon sens, n'importe quelle stat, la remettre dans son contexte. C'est-à-dire que la deuxième colonne en partant de la droite, c'est un classement par rapport à la division. Donc ici par rapport à la Pro B. Chaque match, c'est un des seuls chiffres avancés, une des seules stats, on va dire, un peu avancées, que l'on va donner aux joueurs pour qu'ils s'impriment un peu du rythme sur lequel ils vont devoir jouer le vendredi soir. Donc voilà, en regardant un petit peu sur le tableau, nous par exemple, on jouait en 74,3 possessions, on était 6e de Pro B.
L'équipe qui a fini première, Blois, était aussi l'équipe qui jouait le plus vite et la plus efficace. Même si dans l'efficacité, il n'y a pas que le jeu rapide qui rentre en compte, c'est une composante qui en fait partie. Voilà, on avance un petit peu. Donc, comme je le disais un petit peu précédemment, le jeu rapide, c'est un moment de chaos. C'est-à-dire qu'il y a un changement de possession, brutal ou pas. Quand je dis brutal, c'est sur une interception non prévue, quoi. Plus que tu on s'attendre à ce qu'il va y avoir un changement de possession. Donc c'est un changement de possession qui peut être brutal ou pas, mais qui va créer un avantage ou un désavantage pour l'une des deux équipes. Et on se rend compte avec le petit tableau là que la situation d'avantage de l'attaque, dont là j'ai mis on récupère le ballon, la défense recule et n'est pas organisée, pas en position de défendre. Il y a un avantage numérique, un mismatch, on va plus vite que l'adversaire qui est en train de reculer, etc. Ça représente l'avantage pour l'attaque, et on va se rendre compte si on descend sur la troisième ligne que désavantage de la défense, troisième ligne, la section la plus à droite, c'est on perd possession du ballon, on va devoir s'organiser au plus vite, alors qu'on n'est pas forcément prêt. C'est un peu le jeu des vases communicants. Ce qui va être avantage pour l'attaque va être avantage pour la défense. La neutralité, c'est on récupère le ballon, la défense est en place. Il n'y a aucun avantage ni pour l'un ni pour l'autre. Et en défense, on a la balle, ils ont la balle, pardon, on est prêt. La neutralité, c'est ce qu'il va falloir à tout prix éviter lorsqu'on est en attaque. Le but de l'attaque, c'est de tendre vers l'avantage le plus possible. Et le but de la défense, on le verra un peu plus tard, c'est de s'organiser pour que l'avantage de l'attaque soit le plus minime possible et le plus court possible dans le temps. Les évolutions du jeu, et ça me paraît important, les règles. Aujourd'hui, on se rend compte que toutes les règles quasiment qui sortent, donc des instances bien supérieures à nous, nous on est juste là pour appliquer les règles, mais toutes ces règles sont en fonction et poussent à la vitesse, au tempo. Guillaume parlait de jeu up-tempo dans la première édition du Frab Live. Et ben, toutes les règles nous poussent vers ça. Il y a eu les 24 secondes, ça fait un petit moment maintenant. La règle des 14 secondes, qui est beaucoup plus récente. Maintenant, quand on a un rebond off ou quand on décide de récupérer la balle en zone d'attaque, on est sur 14 secondes de possession. Alors, c'est pas forcément du jeu rapide, mais par contre, ça nous pousse à jouer vite. Ça nous pousse à nous organiser pour trouver un shoot rapide. Et surtout, celle pour moi qui a changé pas mal de choses, c'est les antennes. Au jour d'aujourd'hui, un défenseur, s'il met les antennes sur l'attaquant, il est sanctionné. Ça doit normalement, si on veut jouer avec les règles, pousser et amener l'attaque à mettre du rythme balle en main, à pousser la balle, puisqu'il est protégé par cette règle de l'antenne. Donc voilà, je pense que toutes les règles font que on s'oriente vers de plus en plus de vitesse, et à mon avis, c'est pas fini. L'air pace and space, vous avez peut-être entendu ce terme récemment, c'est un petit peu l'un des termes à la mode. Pace pour tempo, donc j'en ai parlé, jouer up tempo, jouer vite, relancer, avoir un maximum de jeu rapide parce qu'on s'est rendu compte que c'est à ce moment-là où on était le plus efficace et on pouvait créer un avantage. Et space, c'est de l'organisation, c'est l'écartement un petit peu du jeu, d'où la nécessité maintenant où le point important du shoot à 3 points, parce qu'on va vouloir que les défenses s'écartent, que les lignes de 1 contre 1 soient ouvertes, que l'aide vienne de plus loin. Mais je pense que le jeu rapide peut et doit répondre à ces critères. Pace, bien sûr, c'est le tempo, c'est l'essence du jeu rapide, mais aussi espacement, c'est-à-dire ne pas courir n'importe où, n'importe comment. Il doit y avoir un espacement à respecter, des spots à combler, etc. Maxime ? Ouais. J'ai plusieurs questions qui arrivent. D'abord, merci parce que tu as bien contextualisé, je trouve, l'histoire de transition et les phases de jeu dans lequel on se trouve. Ma première question, quand tu nous montres le tableau avec le nombre de possessions, ouais. Comment situe votre équipe de Saint-Chamond dans cette division-là ? On était 6e. On était la 6e équipe à jouer le plus rapide. Alors après, par rapport à ce tableau et cette envie, je trouve, de jouer vite, il faut mettre pas un bémol, mais
il faut pas observer que le chiffre. Il y a de la vidéo peut-être derrière à regarder et l'œil aussi qui va être important. C'est trouver la corrélation entre jouer vite, qui est nécessaire et qui est fun même pour les joueurs, pour nous, pour tout le monde, et trouver un tir qui soit un bon tir. Alors chacun a sa définition du bon tir et du tir qu'on va vouloir, mais dans ce chiffre de possession, il faut quand même se retrouver avec une qualité de tir adéquate. D'accord. Est-ce que tu vas en parler un tout petit peu derrière, mais je voulais juste qu'en intro tu le précises, est-ce que le fait d'être 6e équipe en termes du nombre de possessions dans la volonté de jouer vite, ça correspond à une philosophie, à une manière d'entraîner Ouais, clairement, le jeu rapide est au centre de beaucoup de choses qu'on fait. Et je l'expliquerai un petit peu plus tard. Mais c'est une vraie volonté. C'est une volonté de se passer le ballon. C'est une volonté d'aller vite vers l'avant. C'est quelque chose qu'on recherche. La relance, bonifier le stop. Et nous, inversement, défensivement, c'est vraiment ralentir l'attaque adverse parce que le jeu rapide est un moment de chaos qu'il faut maîtriser, quoi. Donc là, maintenant, je vais te laisser passer sur le mode offensif, puis après, on va traiter du mode défensif. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je m'en ferai le relais auprès de Max. Max, je te laisse repartir sur la transition offensive. Ok. Faut que tu repartages ton écran. Ça y est, c'est bon. C'est bon? Oui. Allez, donc la mise en place offensive. Donc, comme je disais, le jeu rapide pour nous, c'est au quotidien. Alors, en prépa, je pense que ça va parler à tout le monde. C'est vrai que jouer, être sur du jeu rapide, ça fait faire des allers-retours, ça fait monter le cardio. Surtout chez des jeunes, je pense, si on n'a pas de préparateur physique, si dans des clubs où on est un petit peu limité en personnel, en staff, commencer par le jeu rapide, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, ça donne en plus, en reprise, je trouve une forme de liberté aux joueurs. Alors peut-être les laisser libres sur une séance ou deux et derrière rentrer tout de suite dans l'organisation des espaces et dans les principes qu'on veut y mettre en place. Mais je pense que c'est un travail qui est intéressant en prépa. Pour nous, d'un point de vue un peu plus personnel, le lundi soir qui était alors pas la séance de reprise puisque les joueurs avaient un travail physique avec le préparateur physique les lundis matins, mais la première séance de jeu collective le lundi soir, elle était à thème jeu rapide et relance. Voilà, c'était surtout un thème qu'on appelait relance. Donc ça faisait partie de notre planification. Bon, en prenant en compte qu'on jouait qu'une fois dans la semaine, quand on jouait les mardis, c'était un peu différent, bien sûr. Mais la plupart du temps, le lundi soir, c'était une séance de relance, reprise de course, se reconcentrer sur notre travail et sur nos thèmes, parce que comme tu me disais à travers ta question, à juste titre, c'est un truc qui est important pour nous. En séance individuelle, c'est également présent. Alors là, on va peut-être plus s'attarder sur un détail du jeu rapide, puisqu'on est en séance individuelle, on n'a pas la globalité de l'équipe. Donc ça va être définition. Je vous donne un exemple. Le lay-up à un appui, là, le one-step lay-up, par exemple, on va pouvoir travailler ça sur une fin de contre-attaque. Ça peut être utile chez un extérieur, par exemple. Ça peut être le shoot de transition, qui est un petit peu particulier par rapport au shoot de plein pied, parce que même si ça va être un shoot sans dribble, c'est quand même une action qui résulte d'une course parfois assez grande et assez intense, donc il y a un travail d'appui à mettre derrière tout ça. Et l'aspect mental que je développerai donc en fin de présentation, où là on va peut-être montrer quelques séquences vidéo à des joueurs et être plus dans l'échange avec eux par rapport au changement de statut. Pendant le scouting adverse, donc je l'ai montré au niveau des chiffres, au niveau de la vidéo, ce qu'on va montrer aux joueurs et comment l'équipe relance. Mais il y a aussi, lorsque on travaille sur le terrain avec l'équipe adverse, dans la semaine, on va voir ce qu'ils font, que ce soit un mouvement, un système de jeu, un de leurs principes. On travaillera toujours sur 2 possessions. C'est-à-dire que la première demi-terrain, on va travailler sur, on va demander aux défenseurs de se mettre dans la peau de, par exemple, demain on joue Nantes, on va demander aux défenseurs de défendre de la manière dont le fait Nantes. Et derrière nous, c'est relance. On joue sur 2 possessions. La première, c'est 20 secondes. La deuxième, c'est 14 secondes. On met 14 secondes au chrono des 24. Et ça doit être vraiment un stop plus une relance de jeu rapide.
Voilà, où là, on ne va pas forcément regarder la qualité du tir, mais c'est vraiment prendre cette habitude et ce réflexe de partir tout de suite, quoi. Toujours au quotidien, et ça me paraissait important, même dans un moment de fatigue, même lorsque notre planification nous dit on doit bosser jeu rapide, et qu'on sent nos joueurs ne pas répondre, être fatigués, être dans un moment creux, et ça arrive à tout le monde, je pense, de changer un petit peu la planification et l'ordre des choses qu'on avait prévues, je pense qu'on peut quand même travailler le jeu rapide. Et c'est important pour moi, sous une autre forme, et je vous ai mis une petite situation pédagogique pour donner un exemple. Donc là, on est sur une situation à 4 contre 3. Et honnêtement, pour l'avoir fait plusieurs fois, cet exercice, que ce soit chez des jeunes ou même chez des adultes, c'est quelque chose qui est ludique. Et on travaille en plus pas que sur le jeu rapide, et c'est ce qui est intéressant. Donc on va rester demi-terrain, ça veut dire qu'on va travailler sur quoi? Sur bonifier l'avantage qui va être pris sur le jeu rapide. On est sur une situation de petits retards, de petits avantages en surnombre, on est en 4 contre 3. Et l'exercice, il est simple, chaque équipe aura 30 secondes de possession. Les attaquants, s'ils sont touchés par les défenseurs, ils ne peuvent pas tirer. Ils ne perdent pas la balle, mais ils sont obligés de la passer à un de leurs coéquipiers. Donc là, l'équipe là, autour de la ligne à 3 points, a le ballon. Ils vont se passer la balle jusqu'à ce qu'ils puissent prendre un tir sans être touchés par les défenseurs. C'est eux-mêmes qui prennent leur rebond. Le défenseur ne touche pas la balle pendant 30 secondes et on compte le nombre de points marqués sur ces 30 secondes-là. Bien sûr, les joueurs peuvent bouger, mais on peut faire, par exemple, une session sans dribble, une autre séquence avec dribble, etc. On peut faire évoluer ça. Ce qui va rester important, je pense, c'est garder les espacements de jeu qui sont importants pour nous, et on en parlera un petit peu plus tard, c'est-à-dire que 2 et 3 vont être dans certains endroits du terrain. Et ben, il faut qu'ils gardent ces espacements-là sur l'exercice. Bonifier l'avantage pris sur le jeu rapide, on est en surnombre. Maintenant, comment on va exploiter ce surnombre? Quel joueur va être le plus ouvert pour créer l'action décisive pour mon équipe? C'est un peu travailler là-dessus. C'est ludique, comme je disais, et surtout de travailler multiple. Vous travaillez en attaque, donc comme je viens de dire, sur votre fin de surnombre, on va dire. Mais aussi, vous allez travailler, et c'est important pour nous, sur se passer le ballon, trouver, peut-être que j'ai un bon tir, mais j'ai peut-être un coéquipier qui a un encore meilleur tir, donc c'est aussi de la lecture. Et défensivement, c'est tout bête, ça paraît ludique, mais vous allez travailler sur la communication et les rotations défensives. Donc voilà un petit peu, je pense que c'est pas du jeu rapide pur et dur, mais il y a une composante de jeu rapide qu'on peut travailler même si c'était pas prévu ou en période de fatigue. Les rôles de chacun. Et je vais accorder une grosse importance à ça. Au moment du jeu rapide, on a parlé de moments de chaos. À ce moment-là du jeu, il n'y a plus de position. Il n'y a pas il n'y a pas forcément de meneur de jeu. Là, encore une fois, c'est pour nous. C'est ce qui est important pour nous. Et chaque équipe aura ses principes, j'ai envie de dire. Mais voilà. Si on a un joueur intérieur qui est capable, et j'insiste bien, qui est capable de monter la balle, il le fait. Ce qui est juste important, c'est que si j'ai un coéquipier devant moi qui est en position plus avantageuse, il doit avoir le ballon. Donc voilà, et ça a été plutôt bien réalisé pour nous cette année ça. On avait un poste 4 qui était très très habile balle en main et un poste 3 pareil. Donc on n'était pas obligé de faire des sorties de balle à chaque moment, et je pense que c'est vraiment un gain de temps et un avantage pour se projeter vers l'avant. Ça revient à dire qui est sur le terrain, qui peut faire quoi, combien sur le terrain j'ai de joueurs qui peuvent monter la balle. Et je pense, c'est mon avis personnel, qu'il est important qu'il y en ait au moins 2. On parle beaucoup en ce moment de l'importance du shoot à 3 points, qui peut shooter quand on est sur le terrain, mais qui peut monter la balle, qui peut défendre sur quelle position, c'est aussi des choses à prendre en compte quand on met des gens sur le terrain, je pense. J'ai une petite vidéo donc pour illustrer ça, où on va voir notre poste 4 sur 2 actions qui montent la balle et qui va finir, et derrière notre poste 3 qui était très important à notre jeu rapide. Voilà donc pour vous montrer quelques exemples de
de jouer sans position au moins pendant le jeu rapide. Là, c'est le poste 4 qui monte la balle en ayant récupéré. On voit qu'il y a un joueur extérieur en soutien à côté de lui et deux autres qui courent devant. Mais tant qu'il n'est pas attaqué, il continue. L'avantage de ça, et on va le voir encore dans cette séquence où c'est toujours le poste 4 qui monte la balle, on a sur des extérieurs qui sont bien larges, la défense s'écarte, et bon, qui est plutôt bon en lecture, il va finir tranquillement. Là, sur la séquence suivante, c'est notre poste 3, donc Paul Carter, qui lui était très très à l'aise balle en main et très fort dans ses situations de relance. Pour le coup, il relance par la passe. Le poste 5 a couru et reçoit la balle dans l'axe. Très intéressant d'avoir voilà, des joueurs capables de monter la balle et d'en faire bon usage. Voilà, donc on se rend compte on voit bien que sur les deux premières séquences, que la défense est vraiment préoccupée par les deux extérieurs shooters qui courent dans leur couloir large et ne veut pas forcément les lâcher, même pour prendre un porteur de balle qui, selon eux, étant un poste 4, peut-être moins dangereux. Au final, ça crée un manque de communication et ça nous ouvre un lay-up. C'est l'avantage aussi d'avoir des joueurs qui sont capables d'un petit peu sortir de leur registre pour proposer autre chose, c'est que la défense va avoir parfois du mal à s'y adapter. Pour continuer sur les rôles de chacun, et c'est important du coup de s'adapter aux qualités des joueurs, je mets Mathieu différent de Jonathan, parce que, alors Mathieu, c'était notre meneur de jeu, c'est quelqu'un qui est très fort sur la prise de décision. Bon, il était meilleur passeur de Pro B, mais c'est quelqu'un qui joue très juste, donc on va devoir adapter et peut-être bonifier cette qualité. On avait un principe où s'il lâche la balle devant, si la balle est dans l'aile, c'est toujours lui qui vient sur le spot arrière côté ballon. Parce que si la balle lui revient, on a confiance et on sait qu'il prendra la bonne décision avec, que ce soit appeler quelque chose dans la lecture s'il n'y a pas eu de décalage, ou lancer la balle où il faut lui créer un avantage, par exemple. Donc, c'est mettre la balle dans les mains de celui qui prendra la meilleure décision. C'était important par rapport à Mathieu, qui lui est très très à l'aise avec ça. Et Jonathan, donc Jonathan Oyo, je ne sais pas si certains connaissent, c'est un gros shooter. Et lui, par exemple, on lui demandera peut-être moins d'avoir la balle en main, mais par contre, on sait que s'il court large, la défense sera focalisée, sera sur lui, ne va pas le lâcher, il va nous ouvrir complètement le terrain. Même s'il ne prend pas le tir, il va complètement nous ouvrir le jeu et un petit peu ce qui s'est passé sur les deux premières séquences de la vidéo qu'on a vue. Et enfin, on avait par exemple un joueur comme Paul Carter qui fait 2,3 m, qui joue poste 3, mais qui malgré ces dimensions-là est quelqu'un qui est très très à l'aise balle en main. Le but, et le jeu rapide aide beaucoup par rapport à ça, c'est de ne pas le brider. C'est ce qu'un petit peu on appelle un playmaker, et pour ça il a besoin de la balle dans les mains. Et si on lui dit tu prends un rebond, tu fais sortie de balle sur un tel ou un tel, on le bride. Par contre, si on lui laisse la liberté de prendre la balle, de pousser vers l'avant, nous, notre jeu rapide prend de l'avantage, et deux, on sait qu'on a la balle dans les mains d'un joueur qui en fera bon usage. Et lui aime ça en plus. Donc voilà, c'est important de s'adapter aux qualités des joueurs qu'on a et de savoir qui est sur le terrain. L'un des principes pour les extérieurs, c'est les triangles de course qu'on appelle. Donc on voit sur le petit graphique, j'ai placé 2 et 3, peu importe où. Leur but, il est simple dans leur course, dans leur jeu sans ballon, c'est de tout de suite courir dans le coin entre la ligne médiane et la ligne de touche. À partir de ce moment-là, il y a une prise d'information. Il y a une prise d'information, donc mouvement de tête vers l'intérieur, voir où en est le ballon. En s'écartant, ils ont vu s'ils allaient être en situation d'avantage ou pas. Mais important de regarder par l'intérieur, de courir large. On essaie d'éviter les passes de couloir à couloir qui sont plus difficiles à capter. Et en arrivant en zone d'attaque, donc il y a 2 flèches. La première s'arrête dans le prolongement de la ligne des lancers francs. Il y a une autre lecture à faire là. Est-ce qu'il y a un joueur en post-up et que je vais pouvoir servir de passe de relais? Ou bien, si j'ai pas reçu le ballon, bien sûr, mon rôle, c'est d'aller dans le corner profond. Mais vraiment dans le corner profond, le but étant d'augmenter les lignes pour la défense, d'élargir les lignes, d'élargir l'attaque au maximum
pour rendre le boulot le plus difficile possible à la défense. Donc il y a une certaine hiérarchisation des lectures. Quelqu'un devant qui peut faire quelque chose avec la balle, il doit avoir la passe. Prise d'infos sur les courses par l'intérieur, mouvement de tête et activité de la tête en regardant par l'intérieur du terrain. Lecture, création. Et si je n'ai pas reçu la balle, si je n'ai pas pu créer, là j'aide les autres avec le spacing qu'il faut et en allant loin dans le corner. Ça, c'était les courses pour les extérieurs. Max, ouais. J'ai une petite question là, parce qu'il te reste effectivement à aborder les différents rôles suivant différentes phases derrière. Est-ce que sur des jeunes joueurs, tu garderais la même logique de course en direction de la profondeur des corners, ou est-ce que tu varierais un petit peu ces chemins? Ouais, parce que je pense qu'il est hyper important et le plus jeune, le plus vite possible, de faire comprendre que notre attaque, elle est tributaire de notre espacement. Et c'est important de mettre cette notion dans la tête des jeunes au plus vite. On se rend compte, et ça c'est des observations que tout le monde a fait, plus on est jeune, plus il y a un effet de grappe. Et le but, c'est de tendre vers l'espacement du jeu le plus possible et le plus vite possible. Et je trouve que donner des points sur le terrain, c'est un bon repère. Et effectivement, se servir des lignes, c'est quelque chose qui, tout au long de leur formation, tout au long de leur carrière, leur parlera. Ils auront toujours des lignes sur le terrain. Par contre, quand on joue, il n'y a pas de plot sur le terrain. Donc, je trouve que c'est important d'aborder très vite cette manière d'espacement, parce que c'est tellement important à l'efficacité d'une attaque et d'un joueur que c'est important de l'aborder. Et puis, je trouve que ça va crescendo dans le sens où on peut parler on peut donner ce repère de course, d'être large, on peut parler de communication non verbale en donnant un signe, je suis prêt à recevoir la balle, donner une cible à l'attaquant. Et puis derrière, on rentre dans les lectures. Donc tu cours jusqu'au prolongement de la ligne des lancers francs. S'il n'y a personne sur le post-up, même s'il n'y aura peut-être pas trop de post-up en jeune, quoique en U18, ça peut forcément arriver. S'il n'y a personne, que je sais que je ne vais pas servir de relais, là, je fais une action qui ne sera peut-être pas pour moi, que j'ai peut-être pas envie de faire, mais qui va largement aider mon coéquipier et l'équipe. Je mets de l'espacement, je vais dans le corner. Donc il y a aussi cette notion de commencer à travailler pour les autres. Ok, merci. Là, je te laisse décrire effectivement le rôle de chacun suivant les phases. Ok, tac. Alors, c'est parti. Donc, les intérieurs. On assimile souvent, je trouve, le jeu rapide aux extérieurs. Et pour moi, le rôle des intérieurs, il est fondamental. Il est même primordial. C'est pas que ça part d'eux, mais pas loin, à mon avis. Ils ont un rôle fondamental de course, de cercle à cercle, et il y a un vrai travail d'appui derrière tout ça, je pense. Il y a une petite vidéo pour l'illustrer, on en parle un petit peu après. Donc on va avoir deux séquences par rapport à la course cercle à cercle, et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est surtout de regarder les détails. Et là on voit Yann Vesely, le numéro 24 donc de Fenerbahçe, là en jaune. On va voir qu'au départ, il a un temps de lenteur où il va slider, voilà, il va avoir ce pas de côté, ce petit sursaut qui fait que, et on le voit, son coéquipier qui est parti à la même hauteur que lui, qui a l'air plus lourd, part plus vite et arrivera plus vite. Et c'est ce petit temps de départ dès qu'il a récupéré le ballon qui fait qu'il est en retard et il aurait pu à mon avis récupérer ce rebond offensif. Sur cette séquence, de la même manière, là, deux joueurs sautent du Pana, deux joueurs sautent en même temps, sauf que, regardez, l'un va planter son pied extérieur pour tout de suite enchaîner sa course, enchaîner l'action et tout de suite rentrer dans sa course sans qu'il y ait de pas superflus, de petits sauts ou quoi que ce soit comme on a vu avant. Et au final, c'est l'intérieur, c'est le joueur qui va finir le premier de l'autre côté. Donc cet avantage de 2 centièmes de seconde ou 2 très limité au départ se finit par un avantage de 2 mètres et lui permet de finir au cercle plutôt tranquillement. Voilà, donc en résumé, ce qui est très très important pour moi, et ce que nous on doit être attentifs, surtout chez les grands ou même chez les extérieurs d'ailleurs, c'est de coacher les 2 premières foulées. Position du corps, position des appuis, est-ce qu'il y a des pas qui sont inutiles?
c'est tout ça auquel il faut être très attentif à mon sens. À quel moment et comment et à quel rythme on rentre dans sa course. Voilà. Derrière, au niveau des grands, leur rôle, il y a un vrai rôle de rebond off et d'accompagnement de l'action. Ça va être très très bénéfique à mon avis. Il y a beaucoup de situations à exploiter sur le jeu rapide. On voit pareil une petite vidéo pour l'illustrer, mais on va passer très vite là-dessus. Là, on peut supposer sur cette séquence que Mathieu va scorer, mais c'est important, et Youré fait très bien tout de suite rentrer dans sa course, d'accompagner toutes les actions. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, à un moment donné, il prend le rebond, après, quel que soit le résultat, voilà. Mais on a toujours du bon à courir là. Grismé Pommier, le poste 5, donc court vite dans l'axe. Il va attirer et faire collapser toute la défense, ce qui va complètement ouvrir le shoot. Et en plus de ça, lui est placé dans un espace de rebond où son pourcentage de chance de prendre le rebond est haut, et il force le défenseur qui revient sur lui à essayer de le sortir de l'espace et employer les grands moyens pour ça, et c'est une faute provoquée. Pour nous, c'est un rebond off. Voilà, donc on se rend compte que arriver lancé dans un moment de surnombre, c'est vraiment une arme. Autant sur jeu rapide, sur jeu placé par rapport au rapport de force qui est un peu à l'avantage de la défense tout de même au niveau du rebond off par rapport au placement, etc. Autant sur jeu rapide, avec les grands qui souvent eux-mêmes auront joué le rebond off de leur côté, il y a un avantage à exploiter, à mon sens. Au niveau du post-up de transition, c'est pareil, il va y avoir deux manières de jouer le post-up. Ça va être s'ouvrir sur la ligne de fond avec un défenseur qui revient prendre le contact, donner une cible ligne de fond parce qu'elle sera ouverte sur un joueur qui sera derrière le ballon, ou alors sur un joueur qui sera revenu, qui aura protégé le cercle. Ça va être une prise de position large en donnant une cible claire, et souvent défensivement on demande aux joueurs de venir protéger le cercle, donc ils auront tendance à se mettre assez bas et ce ne sera pas forcément le poste 5. Là-dessus il y a un avantage à exploiter. On va voir quelques vidéos pour l'illustrer, quelques séquences. Sur le post-up de contre-attaque, et surtout lorsqu'ils sont en avance, comme c'est le cas dans cette séquence-là, on va demander à nos joueurs d'aller chercher, d'aller impacter, d'être le premier à donner l'impact, là, à l'avant-bras, avec son avant-bras droit et sa hanche droite. Il aurait dû impacter le joueur juste en dessous de la ligne des lancers francs, donner une cible ligne de fond, ce qui aurait ouvert tout l'espace entre lui et le panier, avec un joueur en corner en plus à l'opposé. Ça aurait été vraiment un panier facile avec un meilleur espacement que celui-là. Là, il va le faire, ne laissant pas le joueur passer entre lui et le panier. Il s'ouvre la ligne de fond, même s'il y avait moins d'espace, ça suffit pour scorer. Ce qui est intéressant, voilà, comme je disais, c'est d'être le premier à donner le contact. Le défenseur 21 n'a pas le temps de repasser devant, il le tient et peut finir facilement dans un espace de jeu où c'était intéressant de poster. Ce qui est intéressant sur cette séquence, c'est que Mounir l'a bien couru, met son joueur dans le dos, le poste, et en le postant, ça a ouvert le couloir de drive à Max, qui peut finir sur un lay-up facile non contesté, puisque la contestation, Mounir... Ok, donc voilà. Une chose qui est primordiale à mon sens, c'est le cœur de raquette. C'est l'espace qui est primordial. On est sur du jeu rapide. Peut-être que les arbitres sont un petit peu plus laxistes au niveau du 3 secondes. Et exploiter le cœur de raquette, ça me paraît très très important sur un post-up de transition. J'ai même envie de dire que si on est obligé de ressortir à 45 degrés, sur le bloc, enfin peu importe la terminologie qui est employée, et qu'on reçoit la balle sur un poste bas là, on sera presque déjà rentré dans la transition, on va amener passe, peut-être une coupe, peut-être un écran à l'opposé, etc. Mais vraiment, le post-up sur jeu rapide, il se fait, à mon avis, cœur de raquette. Et c'est l'espacement qui est exploité et qui est exploitable. Quelques principes de base. Le changement de statut peut intervenir après trois actions. Et c'est sur ces actions-là, quand on va travailler, qu'il faut appuyer. Donc ça peut être un rebond def, ça peut être suite à une balle perdue, et là j'insiste là-dessus, suite à un panier marqué. C'est les trois actions, c'est les trois faits de jeu qui font qu'il va y avoir un changement de statut.
La vitesse du changement de statut, elle va être travaillée sur la remise en jeu. J'ai mis le punch entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de coachs, c'est devenu un petit peu courant maintenant qu'on parle du boxeur en gros. Et je viens de prendre un coup, mon but c'est d'en remettre un le plus vite possible. Et j'ai pris un coup, j'ai pris un panier. Par contre, je m'attelle tout de suite, et c'est dont je parlais dans l'aspect mental, je ne réfléchis pas, je m'attelle tout de suite à le rendre. Pour ça, c'est remise en jeu rapide et mise en route rapide. Il y a une vidéo qui l'illustre, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. On va regarder la vidéo tout de suite. Sur cette première séquence, la balle rebondit un peu trop au sol, ce qui est à proscrire, à ce qu'on essaie d'éviter, mais le meneur s'étant mis en mouvement et les deux autres joueurs ayant couru, ça permet de rattraper le petit retard, surtout qu'il a fait la remise en jeu quand même assez vite, même si le travail d'appui n'y était pas comme ici par exemple. On va chercher la balle en sortie de filet, se met en position tout de suite derrière la ligne, une passe, deux passes, ça nous permet de relancer assez vite. La troisième séquence est intéressante puisqu'on récupère la balle d'un panier marqué, le joueur la donne à un de ses coéquipiers qui était déjà en position derrière la ligne, échange de passes rapide pour relancer après devant. Ça, c'est le genre de choses qu'on encourage et dont on parle très souvent à l'entraînement sur nos... Voilà, donc après un panier, généralement, une attaque va avoir un petit sentiment de relâchement inconscient peut-être. Il y a un vrai, pour moi, travail d'appui à effectuer sur la remise en jeu. Ça peut être effectué à l'échauffement, ça peut être effectué dans toute situation pédagogique, dans tout exercice où on va faire intervenir une remise en jeu ou faire partir la balle derrière la ligne des lancers francs. Le rebond orienté. Donc ça, c'est un des principes. Prendre un rebond, il est interdit de retomber après un rebond défensif parallèle à la ligne de fond. Il doit y avoir une orientation dès que le ballon est sécurisé, dès que le ballon est maîtrisé, il doit y avoir une orientation. Dans le meilleur des cas, on doit finir au minimum avec les appuis parallèles à la ligne de touche la plus proche. Voilà, c'est quelque chose qui va nous faire gagner peut-être une fraction de seconde, mais qui est important. Parce que pour relancer et pour faire l'action juste, il faut déjà avoir pris l'information. Et sauter, sécuriser le rebond, déjà s'orienter dans le jeu et commencer à prendre l'information, c'est une demi-seconde de gagner par rapport à sauter, retomber, pivoter, lire. Donc voilà, tout est fait pour essayer de s'organiser à gagner le plus de temps possible. Une petite vidéo qui l'illustre. Voilà. Sur cette séquence, donc on va voir après le lancer franc raté, l'intérieur, voilà, sur son saut s'oriente tout de suite. Dès qu'il a la balle, il prend l'information. Le meneur aussi, donc dos à la ligne de touche, prend l'information, a pris l'information sur ce qui est arrivé et est capable d'enchaîner une action tout de suite, d'être dans la lecture et pousser la balle en 3 dribbles. Idem ici, donc on encourage et on le travaille. S'ouvrir petit côté, là où il y a le moins de monde. Dans le saut, les épaules sont orientées vers l'avant. Les pieds ne finissent pas parallèles à la ligne de fond, mais plutôt parallèles à la ligne de touche. Et là, Paul a tout de suite pris l'information, a pu relancer en une fraction de seconde dès qu'il a touché le sol. Idem ici, donc là en plus il va être capable d'enchaîner 2 sauts. La contestation, ouverture côté le plus proche de lui, les pieds parallèles à la ligne de touche, prise d'information une fois que le ballon est sécurisé, et il envoie la relance. Même si c'est une passe de couloir à couloir qui est pas forcément très facile, ça lui a permis de s'ouvrir tout de suite au jeu et de proposer une action. Voilà. Ensuite, derrière ça, on a un travail de défensivement, sur toute séance défensive, c'est quelque chose qui va être rappelé aux joueurs, c'est l'utilisation de la main extérieure, notamment sur les lignes de passe. Encore une fois, qui va nous, c'est comment utiliser nos mains, comment utiliser nos bras, même défensivement. Je parlais tout à l'heure que le jeu rapide démarre au moment du shoot des attaquants, et ça peut être aussi nous en défense. Avant même d'avoir récupéré la balle, il faut qu'on soit prêt et organisé individuellement, chacun de notre côté, pour pouvoir partir vite. Donc l'utilisation de la main extérieure est un exemple qu'on rappelle toujours aux joueurs lors de séquences défensives. Une petite vidéo qui l'illustre assez vite.
Donc on va beaucoup insister, on a beaucoup insisté avec les joueurs défensivement que s'ils sentent qu'il y a une interception à aller chercher, ce sera toujours main extérieure. On ne veut pas être fermé, on veut être un maximum ouvert à la balle pour préparer justement le jeu rapide. Et si on doit toucher un ballon, eh ben, qu'il soit touché vers l'avant et pas vers l'arrière. Quand on prend le ballon, quand on peut l'intercepter, c'est encore mieux. On n'a pas à le recontrôler. Il va tout de suite devant nous et ça nous permet d'être tout de suite engagé dans une course vers l'avant. Voilà. D'où la nécessité d'aller chercher la balle. Voilà, derrière, l'enchaînement d'actions. Ça fait un petit peu partie du travail mental, donc c'est la capacité vraiment à enchaîner les actions. Défensive, course, lecture, finition. On va voir une vidéo qui l'illustre, mais ça me paraît fondamental, et pour chaque poste. Vraiment qu'il n'y ait aucun temps de perdu. Quand je dis aucun temps de perdu, c'est aucun détail de langage corporel qui va nous faire perdre du temps, aucun appui parasite, aucune chose qui va ralentir notre projection vers l'avant. Quelques exemples concrets en vidéo. Cette séquence, donc, Jawai, le poste 5 du Barça, va être capable d'enchaîner défense de pick and roll, sortie de balle et entrer tout de suite dans sa course. Regardez comme il perd pas de temps, il perd pas de pas comme son collègue derrière, il rentre tout de suite dans sa course et peut finir avec 3 mètres d'avance par rapport à son défenseur. Un peu la même séquence derrière avec Griezmann qui va enchaîner le rebond, sortir la balle. On notera que les deux extérieurs courent très large dans les couloirs, on y reviendra. Et Griezmann est tout de suite rentré dans sa course avec une défense qui s'écarte devant lui. Il prend un dribble pour se resituer et finit au cercle. On a beaucoup encouragé ça sur quelqu'un qui était très fort en mouvement. Ici, le meneur donc récupère le ballon, sort la balle et rentre tout de suite dans sa course, crée la différence par sa course sur un panier qui va être fondamental en fin de match, grâce à sa capacité de rebond, sortir, enchaîner une action. Pas forcément à se demander ce qui va se passer, mais enchaîner les actions. Voilà, donc tous ces aspects, tous ces détails sont faits, sont travaillés dans le but que le changement de statut soit le plus rapide possible et que ce soit un intérieur, sur un extérieur, sur un rebond, un panier encaissé. Défensivement, le but c'est de mettre la défense sur les talons le plus vite possible et créer un chaos organisé dans chaque cas que l'on va pouvoir rencontrer, que ce soit un rebond, une balle perdue ou un panier marqué, un panier encaissé. Gagner 2 dixièmes de seconde au départ nous fera gagner 2 secondes à l'arrivée. C'est quelque chose qui est totalement vrai, qu'on dit beaucoup aux joueurs. Des principes de base, bon là je vais aller très vite parce que tout le monde connaît. Quand on court, c'est donner une cible et c'est des axes vraiment de travail chez les jeunes, je trouve. Donner une cible et c'est dire aussi je suis prêt à recevoir la balle. C'est donner l'information au porteur de balle qui peut avoir confiance en me la donnant. Donc ça fait partie de la communication non verbale. Au même titre que le regard, il y a certains joueurs avec juste un regard ils se comprennent. C'était le cas pour nous et on a la chance avec Saint-Chamond d'avoir des joueurs qui sont au club depuis de nombreuses années et qui se connaissent. J'ai 3-4 joueurs en tête, ils ont juste à se regarder pour savoir ce que l'autre va faire. C'est hyper important à mon sens. Ça peut être un geste, montrer quelque chose, c'est donner une orientation, aider à donner une orientation. Moi j'ai pris une info, je la relaye à mon coéquipier, je l'aide. On va voir une vidéo qui l'illustre un petit peu tout de suite. Sur cette séquence, donc Mathieu, le numéro 8, la meneur de jeu, qui n'est pas dans une position de sortie de balle, va donner l'information après avoir lu la défense de où mettre la balle, surtout sur un joueur qui était moins à l'aise balle en main. Il va l'aider grâce à une communication donc non verbale. Son geste, il pointe du doigt l'action juste qui va être réalisée d'ailleurs derrière. Voilà, enfin je parle de préparation d'action, c'est aussi de la communication non verbale. Préparation d'action, ça va être un point levé qui va indiquer que je vais aller poser un écran quelque part ou sur le ballon ou sur quelqu'un qui est sans ballon. Voilà. Tout ça c'est de la communication non verbale et c'est aussi important sur le jeu rapide. Les zones de jeu. Voilà, donc j'ai illustré les trois grandes zones coupé horizontalement sur le terrain. On va parler de zone morte. La zone morte, pour moi, ça va être la zone de changement de statut. Voilà. C'est dans cette zone qu'on va créer une différence. Les 2 dixièmes d'avance qu'on va prendre là, c'est les 2 secondes qu'on va retrouver
d'avance à l'arrivée dans la zone d'exploitation ou de transition. Dans cette zone, il est interdit que la balle s'arrête. Bon, hors une demande particulière, s'il faut qu'on ralentisse ou quoi que ce soit. Mais globalement, dans cette zone, le ballon ne s'arrête pas. Et il n'y a pas de sortie de balle. La sortie de balle doit s'effectuer au-dessus des lancers francs. On essaye de gagner du temps. Voilà. C'est une zone dans laquelle tout est fait pour s'en sortir le plus vite possible. Derrière, il y a la zone de prise d'avantage et de lecture, où là, on va être vraiment sur de la course. Et la lecture va nous permettre de prendre une décision et de s'organiser pour être prêt en arrivant dans la zone d'exploitation ou de transition. Qui là, voilà, comme son nom l'indique, on a pu créer un surnom, on a lu une situation qui va être à notre avantage, on l'exploite, on la bonifie, on la fait bonifier. Donc, maintenant, les couloirs, un peu comment on va diviser le terrain. Donc, cette zone morte, j'en ai parlé. Les deux couloirs extérieurs, donc on a vu tout à l'heure l'angle de course, c'est pour ça que le petit schéma sur le demi-terrain du bas, il commence à partir de la ligne médiane, parce qu'à partir de la ligne médiane, les extérieurs sont dans leur couloir, ils ont couru le long de la ligne, et ils sont arrivés prolongement de la ligne des lancers francs. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau de la lecture, aller dans le corner, pourquoi et comment, et à quel moment plutôt. Maintenant, le seul qui a le droit de passer ces lignes, c'est le porteur de balle. Et c'est important, je pense qu'il a une certaine forme de liberté. Selon la lecture qu'il aura fait, selon les capacités qu'il aura, peut-être à envoyer une balle à l'opposé, etc., il va avoir besoin de traverser cette ligne. Je pense qu'il ne faut pas les brider, à les laisser dans un seul couloir, mais les encourager à naviguer. Et ça va être aussi important, je pense, pour créer de l'incertitude chez la défense. Dans la défense, on parle souvent de passer l'axe panier-panier, que plus le ballon lors d'une attaque passe l'axe panier-panier, plus l'attaque est efficace. Ça peut être fait aussi sur le jeu rapide. Si c'est pas fait avec la passe, ça peut être fait avec le dribble. Le trailer, donc le joueur qui est en retard, qui a pris le rebond, là j'ai mis 5, mais ça peut être n'importe lequel, c'est aussi le communicateur. Il voit tout, il voit l'ensemble du terrain, il a un peu plus de temps pour lire puisqu'il a mis un peu plus de temps pour arriver. Il doit donner une information. Peut-être que l'attaque va passer par lui sur un renversement, sur quoi qu'il dise, il est essentiel. Sur le schéma là, j'ai mis le poste 4 donc, qui était en premier intérieur, qui pourrait donc dans la zone de cœur de raquette pour un post-up éventuel. Là encore, c'est important de connaître son personnel. Et par exemple, à Saint-Chamond cette année, on avait un poste 4 qui avait cette responsabilité et un autre qui pouvait être au large. Et on l'encourageait à être au large. Plus on est large, plus l'espacement, et on parlait de pace and space tout à l'heure, mais plus l'espacement ouvre les lignes, plus ce sera à notre avantage à mon avis. Donc selon le personnel et selon qui on a sur le terrain, encourager à être deux côté ballon, ou à l'opposé d'ailleurs, mais deux dans une aile, plutôt que engorger la raquette si le joueur en question n'est pas spécialiste du post-up et ne va pas nous apporter un gros avantage. Dans ce cas-là, si c'est deux joueurs côté ballon, le plus avancé est dans le corner. Il n'a même pas à réfléchir, c'est corner. Une petite vidéo qui va illustrer tout ça, et on en reparle après très vite. Sur cette séquence, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde éclate dans son couloir. Le ballon va être libéré dans l'aile et Youré en haut, donc qui est dans la zone de lecture, va s'apercevoir que son défenseur lui tourne le dos, va donner une solution de jeu sans ballon en ayant une accélération mais qui fait suite à sa lecture. Il va passer dans le dos de son défenseur et au moment où il attrape la balle, c'est trop tard. Et même s'il avait été stoppé, ayant couru large, on a un joueur extérieur en haut qui aurait eu un tir plus couvert de fin de jeu rapide à 3 points. Mais là, la lecture a ouvert le double pas. Dans la bonne zone, il a pu se proposer au ballon où il faut, grâce à sa lecture. Ici, rebond du poste 3, donc pas de sortie de balle, il rentre tout de suite dans la course. Tout le monde est très très large, voilà, tout le monde court dans son couloir, limite en touche, et ce qui ouvre complètement le couloir central au poste 5, donc qui a bien couru, la balle lui arrive, il peut finir, grâce à la largeur. Voilà, donc là, la course du joueur extérieur en haut arrive à la ligne médiane,
il est le long de la touche, le joueur en bas également, le poste 5 va courir dans son couloir et attirer la défense. Le joueur qui effectue la sortie de balle, donc Paul, va récupérer le retour de passe, mais grâce à la course dans son couloir du poste 5, il va se retrouver tout seul, puisque la défense a été attirée sous la ligne des lancers francs. Et au moment du close-out, parce que le défenseur Ben Romdam ne veut pas laisser le shoot ouvert non plus à un shooter, le poste 5 se retrouve avec un panier. Voilà, donc on a pu se rendre compte sur certaines séquences l'importance d'être large et de créer de l'incertitude chez la défense. Quelques principes. S'il n'y a pas d'avantage, si on a lu au moment dans la zone de lecture, si on a lu et on a vu qu'on n'aurait pas d'avantage numérique, là, il y a deux manières d'exploiter la transition. Soit on rentre dans une transition fermée, donc où un joueur va annoncer, peut-être le meneur qui vient côté ballon qui annonce quelque chose sans forcément stopper le ballon, mais avec un renversement où là on va être dans une transition fermée, un mouvement prédéfini, ou soit il va y avoir de la transition ouverte. Ça va être dont une grande part va être donnée à la lecture. Une importance va être donnée à la lecture. Créer une action, déclencher une action pour l'autre, c'est quelque chose qui, à mon avis, il ne faut pas hésiter à encourager. Quand on dit on va jouer libre, c'est pas jouer libre pour s'amuser, c'est peut-être encourager ce genre de choses et appuyer sur ce genre de choses. Je vous montre une vidéo très très vite là pour l'illustrer, pardon, et j'en reparle après. Donc je pense que tout le monde connaît le drag screen, donc l'écran, le pick and roll dans la course sur l'arrivée de transition. Voilà, là il n'y a pas d'avantage qui a été pris, le défenseur ne voit pas le poseur d'écran, l'écran arrivé, il n'y a pas de joueur intérieur pour défendre derrière, ce qui ouvre complètement le chemin du panier au porteur de balle. D'autres actions sont possibles et je trouve celle-là plutôt intéressante où Golden State fait des flare picks pour Klay Thompson. On voit là une grosse communication donc non verbale du joueur numéro 23 qui pose l'écran dans le dos et ouvre complètement le joueur. Je trouve ces situations assez intéressantes sur jeu rapide où la défense est complètement désorganisée et aura tendance à beaucoup regarder la balle et l'arrivée avec vitesse de la balle. Voilà, tout le monde est assez focalisé et on voit pas, boum, là l'écran de Pachulia qui arrive dans le dos qui va pas être annoncé. C'est difficile d'avoir une collaboration à deux, que ce soit sur un switch ou autre chose, sur du jeu rapide, et ça va ouvrir beaucoup de choses. Pas forcément que pour shooter, mais aussi pour aller au cercle, comme dans cette situation par exemple. Voilà, c'est à mon sens le genre d'action qu'il faut encourager et à tout niveau. Alors, même si on n'a pas le droit de jouer de pick and roll, ça va être un écran non porteur comme on a vu sur les dernières séquences. Et je pense qu'en arriver à déclencher les actions après avoir lu que moi, je n'aurais pas forcément un avantage ou alors qui sera moins important que celui de mon coéquipier et l'aider à créer, nous aider en tant qu'équipe à créer un avantage plus conséquent pour la personne en question, c'est quelque chose de super et vers quoi on doit tendre, quoi, parce que ça fait intervenir un travail d'équipe, de la lecture, de la communication non verbale, et quand on arrive à allier tous ces aspects et créer quelque chose les uns pour les autres sans forcément que ce soit scripté, je trouve que c'est super, quoi. Merci Max. Tout d'abord, je te confirme, tu es vraiment passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que c'est d'une richesse très très intéressante l'ensemble des vidéos que tu nous as montrées. Alors effectivement il y a eu moins d'interactions sur nos lives précédents, mais je voulais vraiment que tu puisses évoquer tout ce que tu avais évoqué, montrer les vidéos parce que ça illustre totalement ton propos. Tu as l'air convaincu de cette idée de jouer vite et de se projeter vers l'avant. C'est quelque chose que tu t'es forgé en tant que joueur, puis après en tant qu'entraîneur. C'est une vraie conviction pour toi. Ouais, clairement. Je trouve que ça s'adapte à l'évolution du jeu, et deux, c'est ce que recherche tout le monde. Alors, même si on met un cadre et même si on organise la chose, il y a une forme de liberté dans le jeu rapide, et c'est ce que quelque part les joueurs recherchent. En plus, bon, ça, on devrait pas le dire, mais
les joueurs aiment la stat. Ça devrait pas être comme ça. C'est voilà. C'est une réalité. C'est une vérité. Malheureusement, c'est une vérité. Les joueurs aiment la stat. Et plus il y aura de possession, plus on aura de stats à partager. Donc, je pense que ça va dans le sens de l'évolution du basket, ça va dans le sens de ce que cherchent les joueurs aussi. Et puis, je trouve que c'est aussi agréable à regarder, même s'il n'y a pas que ça qui rentre en compte quand on crée un système offensif ou défensif. Ok, je me souviens de toi en tant que joueur, tu aimais bien les tirs dans la transition aussi, je me rappelle bien. Ouais, mais on parle un peu de la qualité des tirs. Non, pas tout de suite. En tout cas, je te remercie, Max, vraiment, parce que c'était très, très riche. Ce qu'on va faire pour que, effectivement, les internautes qui puissent retrouver la totalité de ton intervention, parce que on a dû accélérer pour terminer dans le timing. Il y a toute la partie défensive que tu n'as pas pu traiter. On va mettre le PowerPoint avec le replay dès lundi en téléchargement. Et vous aurez dans le téléchargement le PowerPoint et les vidéos associées pour qu'effectivement vous puissiez vraiment avoir une lecture assez fine des travaux de Maxime. Max, merci beaucoup. Je te souhaite une longue vie dans ta carrière de coach. Je n'en doute pas qu'il sera riche et intense. Je vous remercie tous pour votre attention. On s'est rendu compte avec Marion et Yann quand on a préparé ce live-là qu'on arrivait bientôt à la 10e édition. Ça fait 9 semaines qu'on se retrouve tous les samedis matins à 11h. Qu'on occupe l'espace. Donc, on va réfléchir ardemment à cette 10e pour qu'on essaye de vous surprendre et que vous continuez à nous suivre jusqu'à la fin juin. Je remercie vivement Marion, Yann, et puis on se retrouve la semaine prochaine à 11h. N'oubliez pas, mercredi, les tips de l'IFRAB sur Instagram. Pareil, on vous prépare une petite surprise aussi pour mercredi. Merci beaucoup, bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci Pierre, merci à tous.